Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. L'April, un peu d'historique et quelques grandes actions. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Après 2 semaines d'absence, nous sommes de retour en direct ce mardi 8 juillet 2025. Nous diffusons donc en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur Radio Libre en Périgord, Radio Quetch et sur la web radio, Radio Silia-Galoun. Ce sera la dernière émission de la saison. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors, émission un peu exceptionnelle ce mardi car nous aurons un unique sujet qui va porter sur l'April, l'association qui propose cette émission Libre à vous sur Radio Cause Commune. Walid Nou est l'auteur du podcast Projet Libre, dont le premier épisode date de 2023. Son site web, projet-libre.org. Ce podcast s'intéresse à la cartographie et l'histoire du logiciel libre, de son écosystème au côté humain du monde du libre. Le format est autour d'1 heure, c'est un format long qui permet d'aller en profondeur dans les sujets abordés. Outre l'audio, une transcription des épisodes est disponible. Projet Libre est un projet bénévole de Walid Nou. Walid nous a proposé il y a quelques semaines de consacrer plusieurs épisodes de son podcast à l'April, son histoire, ses actions. Il souhaitait que pour le premier épisode, je parle de l'histoire de l'April et de quelques grandes actions. J'ai d'abord refusé, et j'explique pourquoi au début de l'interview que vous allez entendre dans quelques instants. Après quelques échanges, j'ai finalement accepté parce que je suis celui qui connaît le mieux l'histoire de l'April, mais je ne souhaitais pas qu'on passe trop de temps sur cette partie historique. Et je souhaitais, pour parler de quelques grandes actions, le travail de plaidoyer, ne pas être le seul à être interviewé. J'ai donc proposé à mon ex-collègue Jeanne Tadeuse qu'elle soit également interviewée. Jeanne a été en charge des affaires publiques à l'April de 2010 à 2016. Merci à elle d'avoir accepté de revenir sur son passage à l'April. Nous allons donc vous proposer la diffusion de cette interview qui dure 1h15. Si vous souhaitez réagir pendant la diffusion, vous pouvez le faire sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, voire appeler au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Je serai connecté sur le salon pendant la diffusion de cette interview et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va commencer une série de plusieurs épisodes pour raconter et parler des actions d'une association dont vous avez certainement entendu parler. Cette association, c'est l'April, l'association de promotion et défense du logiciel libre. Si vous avez côtoyé le libre d'une manière ou d'une autre, il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de cet acronyme. Donc on va donc en savoir un peu plus avec nos 2 invités du jour dans ce premier épisode sur les grands combats de l'April. Assez rapidement sur son histoire. On reviendra en détail un peu plus sur certains épisodes et sur ce qu'est l'April maintenant dans les épisodes futurs. Donc pour ce premier épisode, je suis vraiment très heureux d'avoir avec moi Jeanne Tadeuse et la deuxième personne, c'est Frédéric Couchet. Jeanne et Frédéric, écoutez, bienvenue sur le podcast Projet Libre. Ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci Walid pour l'invitation. Merci Walid, oui, ravi d'être là avec vous et d'échanger sur le libre. Retour un peu aux sources pour ma part. Et ben voilà, justement, retour aux sources pour ta part. Je vais commencer par toi, Jeanne. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer qui tu es et ton parcours, s'il te plaît ? Donc Jeanne Tadeuse, je suis ici parce que j'ai travaillé à l'April entre 2010 et 2016 en tant que responsable des affaires publiques. Donc pour résumer mon parcours, j'ai été diplômée en 2009
en droit et sciences politiques. Je suis partie travailler aux États-Unis, à San Francisco à ce moment-là, pour travailler sur la question des droits de l'homme. Étant en Californie, ça m'a aidé finalement à prendre conscience de l'importance de toutes les questions, on va dire numériques, même si ce mot a évidemment des limites pour tout ce qui était liberté fondamentale. Et en fait, à mon retour en France, j'ai appris que l'April recrutait, et c'était finalement moyen de continuer mon travail sur les questions d'engagement droits de l'homme et liberté fondamentale, sur une problématique qui à l'époque était encore assez nouvelle et assez peu vue, en tout cas par les milieux militants dans lesquels j'étais. T'as découvert l'April pendant que t'étais aux États-Unis ou c'est en rentrant en France? C'est en rentrant en France. En fait, j'ai découvert le logiciel libre, pour être exact, aux États-Unis. J'ai commencé à comprendre justement tous les enjeux qu'il y avait autour du logiciel libre, mais aussi de neutralité d'Internet, etc. aux États-Unis. Et c'est en rentrant en France que, finalement, c'est un peu un concours de circonstances où l'April recrutait. Ça correspondait à finalement mes envies, aussi, mon engagement personnel. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'April et qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Avant que je donne la parole à Fred, est-ce que s'il te plaît, tu peux expliquer pour les personnes qui sauraient pas ce que c'est que les affaires publiques? Alors, les affaires publiques, c'est tout ce qui est le lien entre la personne pour laquelle on travaille et les élus au sens général. Donc à la fois le gouvernement, ça peut être aussi les collectivités locales, ça peut être le Parlement. Et en fait, être responsable des affaires publiques, c'est finalement aller porter la bonne parole, en l'occurrence de l'April, auprès de ces personnes pour leur expliquer quels sont les enjeux pour l'April, des différentes lois qu'elles sont en train de voter ou des textes qu'elles sont en train d'envisager de prendre, au contraire celles qu'elles ne prennent pas. Parce que finalement, être un décideur aujourd'hui, c'est travailler sur énormément de sujets. On peut pas tout connaître et finalement être des affaires publiques, c'est faire un peu ce pont entre des problématiques qui nous intéressent, auxquelles on s'engage personnellement, en l'occurrence le logiciel libre, et ces décideurs. Question subsidiaire, est-ce que pour toi c'était une suite logique ou est-ce que c'était un gros défi par rapport à ce que tu avais fait avant? Alors c'était un gros défi. Jusque-là, j'avais travaillé dans des grosses institutions, je suis retournée en institution d'ailleurs ensuite, donc avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus plus organisé, plus structuré. L'arrivée à l'April, c'était autre chose parce que association, petite structure, étant la seule anglophone par ailleurs, ça a été tout de suite des beaux défis. À l'époque, Fred. Fred, je vais t'appeler Fred pour le reste de l'interview parce qu'on t'appelle tout le temps Fred. Voilà. Tout à fait. Fred, avant que tu te présentes, je voudrais que tu expliques pourquoi est-ce que tu as hésité à faire cette entrevue. Il faut dire à notre audience que tu as hésité et qu'on en a assez longuement parlé. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, s'il te plaît, pour expliquer un peu ta position? Alors, je vais te répondre déjà en me présentant très rapidement en disant que je suis l'un des cofondateurs de l'April en 96, donc on va revenir tout à l'heure sur l'historique, et je suis actuellement son délégué général depuis 2005. Donc si vous calculez bien, ça fait 29 ans et 20 ans. Et il y a quelques années, en fait, j'ai pris la décision de ne plus intervenir personnellement lors de manifestations publiques ou d'interviews, parce que j'étais le porte-parole principal, au profit d'autres personnes, pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Même si sur l'aspect affaires publiques, Jeanne et Étienne, qui aujourd'hui a pris sa succession, intervenaient, mais sur plein de conférences, plein d'interviews, c'était moi qui m'y collais. Et ça, pour permettre tout simplement à d'autres personnes de pouvoir intervenir, monter en compétences et augmenter la diversité des personnes intervenantes pour l'April. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme tu fais plusieurs épisodes et que celui-ci consacré un peu à l'historique, on a une divergence de point de vue là-dessus, Walid, c'est que moi, je pense que l'historique intéresse surtout quelques personnes friandes d'anecdotes ou voilà, et que ce qui motive les gens à rejoindre une structure ou ce qui va les mobiliser, c'est plutôt ce qui se passe aujourd'hui. Et l'April d'aujourd'hui, c'est pas l'April d'il y a 20 ans ou 25 ans. Mais ceci dit, il y a d'autres épisodes dans lesquels l'April d'aujourd'hui va intervenir. Donc il y aura ma collègue Isabella, il y aura la présidente Bouquinette, il y aura Étienne. Donc voilà pourquoi j'ai hésité. Et en plus, mon rôle devient de plus en plus secondaire dans cette évolution, et c'est très bien ainsi. Voilà pourquoi j'ai hésité, mais finalement j'ai quand même accepté parce que sur l'historique de l'April, je suis évidemment celui qui le connaît le mieux. Avant de te demander, je vais te demander donc de te présenter et de nous dire aussi en quoi ça consiste d'être délégué général de l'April. Alors pour me présenter, moi j'ai fait des études d'informatique à Paris 8, là où j'ai découvert, donc à Saint-Denis, là où j'ai découvert en fait le logiciel libre. Donc c'était dans les années 90, donc c'était il y a longtemps. Le principe là-bas dans le centre d'informatique, c'était vous êtes là pour apprendre. Donc vous avez accès au code source de nombreux logiciels qui sont utilisés. Vous avez accès à Internet sur lequel vous pouvez récupérer des logiciels libres.
C'est là que moi j'ai découvert en fait cette notion de logiciel libre, donc on pouvait télécharger les logiciels, et j'ai fait mes études donc finalement avec beaucoup de logiciels libres. Moi j'avais pas un passé d'informaticien avant, franchement je suis pas un geek de comme beaucoup de gens à 15-16 ans ou même plus tôt. J'ai trouvé ça génial, cet accès en tant qu'informaticien de pouvoir accéder au code source, voir comment ça fonctionne, le corriger. Et puis il y a eu une rencontre fondamentale aussi à Paris 8, c'était un enseignant, Marc Détienne, qui passait souvent des nuits avec nous, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il y avait relativement peu de machines disponibles. Et moi j'avais pas d'ordinateur à la maison, donc avec quelques potes on passait nos nuits au Bocal, donc au centre informatique de Paris 8, pour travailler sur nos projets, etc. Et il y avait notamment un prof qui passait souvent et qui a commencé à nous expliquer ce qu'était le logiciel libre, le fonctionnement, etc. C'est comme ça que j'ai appris l'informatique, et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'historique de l'April. J'expliquerai pourquoi à la sortie de la fac on a créé cette association. Alors pour répondre à ta question succinctement, c'est quoi un délégué général ? En fait simplement ça veut dire que dans mon contrat de travail, j'ai une délégation du conseil d'administration pour mener de nombreuses actions. Donc dans l'absolu, j'organise l'association au quotidien, et après sur les actions, j'interviens sur les deux axes dont on va parler tout à l'heure. Donc l'axe institutionnel dont a parlé tout à l'heure Jeanne, donc les affaires publiques, le plaidoyer, donc la défense de la cause. Et puis j'interviens aussi sur les actions de promotion dont on parlera un petit peu, mais dont on parlera sans doute beaucoup plus dans de prochains épisodes. Et il m'arrive aussi encore beaucoup de faire de techniques d'administration système, parce que nous n'avons pas d'admin 6 payé dans l'équipe de l'April, dans l'équipe des salariés. Et donc comme je reste quand même informaticien, j'interviens de temps en temps sur la partie administrative. D'accord, merci. Très logiquement, j'aimerais bien qu'on parle de la création de l'April. À quel besoin ça répond ? Pourquoi vous l'avez créé ? Alors, on l'a créé en 96. Enfin, on était 5 étudiants à l'époque. Alors, je dis bien étudiants, c'est-à-dire que 5 hommes. Donc, on avait passé quelques années à faire nos études ensemble, à passer des nuits ensemble, basées sur du logiciel libre. Et donc, à la fin de nos études, on se posait tous des questions sur savoir ce qu'on allait faire. On n'avait pas la fibre entrepreneur économique. Donc, parce qu'on aurait pu créer une entreprise autour du logiciel libre. À l'époque, il y avait très peu qui existait, contrairement à aujourd'hui. Mais on n'avait pas du tout cette fibre-là. Par contre, on avait la fibre plutôt faire connaître, fibre associative. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'organisation réellement qui faisait la promotion du logiciel libre en France. Donc, aux États-Unis, il y avait la Fondation pour le logiciel libre qui existe depuis 85. Donc, on s'est dit, on va créer une association qui aura pour but de faire connaître le logiciel libre. Alors pour être tout à fait clair, on l'a créé sans feuille de route, sans savoir exactement ce qu'on allait faire précisément. On l'a créé à 5. Mais l'idée c'est ça, on a appris l'informatique à base de logiciels libres, on trouve ça génial, on veut le faire connaître à la fois aux personnes qui font l'informatique, mais aussi au grand public. Et donc c'est pour ça qu'on l'a créé en 1996. On était 5 étudiants ou ex-étudiants de Paris 8, mais avec une vision quand même un peu particulière. C'était que même si on était informaticien, on avait quand même pris conscience que c'était pas qu'un enjeu technique ou économique, c'était un enjeu de société. Et ça, on l'avait pris conscience à la fois par nos échanges avec l'enseignant dont j'ai parlé tout à l'heure, Marc Détienne, et aussi par nos lectures du site de la Fondation pour le logiciel libre et du projet GNU, qui est un projet fondateur du logiciel libre. Donc on avait pris conscience que c'était quelque chose qui était au-delà de la pure partie technique. Et quand on parlera tout à l'heure des actions de Jeanne et notamment de son arrivée, le côté liberté fondamentale qu'elle avait mis par exemple dans sa lettre de motivation, tout de suite ça nous a parlé. Voilà pourquoi on a créé l'April. Et après il y a eu des évolutions sur lesquelles on peut revenir. Au départ, il n'y avait pas forcément de message politique derrière, mais il y avait déjà un message de faire passer au plus grand nombre et de promouvoir un modèle de société, quoi. L'idée, c'était vraiment effectivement de faire connaître au plus grand nombre. Et à l'époque, on n'avait même pas conscience qu'un jour on devrait faire des actions politiques. On était peut-être naïfs. C'est au bout de mémoire 3 ans, je crois, vu que l'April s'est créé en 96. C'est à partir de 99 où on s'est rendu compte qu'il allait falloir se mobiliser contre des projets de loi, notamment au niveau européen. Mais on n'avait pas cette conscience-là, quoi. Et en fait, c'est une des forces de l'association, c'est qu'on s'est adapté au fur et à mesure. Par contre, on avait ce positionnement très clair, ce positionnement logiciel libre, c'est un enjeu de société, les personnes méritent la liberté informatique, et on allait faire ce qu'on pouvait pour le faire connaître et en fonction de nos possibilités. Donc, comme on était bénévole, c'était en fonction du temps dont on disposait, temps libre en dehors du travail ou pendant le travail si on pouvait s'arranger. Donc là, tu parles du fait qu'au tout départ, vous étiez bénévole. Il y a donc eu à un moment
Dans l'évolution de l'April, et c'est ma question suivante sur les grandes évolutions, il y a donc eu un moment où vous êtes passé de bénévoles à certains qui sont devenus salariés. Est-ce que tu peux expliquer justement ces quelques évolutions très importantes de l'April, dont certaines qu'on pourra détailler par la suite ou qui seront détaillées dans d'autres épisodes? Oui, tout à fait, rapidement. Donc, fin 96, on crée l'association, on est 5, et comme je l'ai dit, c'est vraiment un axe promotion. On veut faire connaître, et on va mener des actions. Donc, d'abord, principalement des actions, on crée un site internet, et la première chose qu'on commence à faire, tout simplement, c'est que comme on veut faire connaître le logiciel libre, on se dit, on va mettre en ligne des textes explicatifs sur le logiciel libre, et plutôt que de les écrire nous-mêmes, on va traduire en français les textes explicatifs du projet GNU de la Fondation pour le logiciel libre. Ça a été le premier groupe de travail qu'on a créé. Voilà, mettre à disposition de la documentation, de l'explication en français. Après, je crois en 98, on a fait un premier événement début 98 à Paris 8, une journée de présentation autour du logiciel libre qui était ouvert au plus public extérieur, mais globalement, il y avait quand même principalement des gens de la fac et quelques personnes qu'on connaissait. Donc voilà, on menait des actions comme ça, on avait quelques petits trucs. Et puis en 99, il y a eu quelqu'un qui nous a dit, on a commencé à avoir quand même acquérir une petite notoriété. Quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit, c'est bien ce que vous faites, mais est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau européen actuellement? Et bon, non, on suivait pas ça. Hein. Et au niveau européen, il y avait un projet de directive européenne sur la brevetabilité des logiciels. C'est-à-dire l'idée de protéger des idées et pas simplement la mise en pratique, la mise en œuvre informatique de ces idées-là. Il nous a dit, voilà, ça pourrait poser tel et tel problème pour le logiciel libre. Il va falloir se mobiliser au niveau européen. Et donc on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, quoi. Et c'est comme ça qu'à partir de 99, on a commencé à participer à une coalition visant à expliquer sur les dangers de ce projet de directive européenne. Après, au niveau français, il y a eu des choses aussi qui sont produites, notamment dans les années 2000. C'est la transposition de la directive sur le droit d'auteur qui visait à sacraliser ce qu'on appelle les DRM, c'est-à-dire les monotes numériques, qui par exemple organisent un dispositif de contrôle d'usage sur vos outils informatiques, que ce soit les DVD, la musique, etc. Donc là, c'est pareil, on s'est mobilisé, toujours en mode bénévole. Alors bien sûr, tout de suite, on mettait en ligne des informations pour permettre à d'autres personnes externes de l'association de contribuer. Par chance, moi, j'avais des employeurs, notamment un chef de projet qui était assez sympa, donc il me laissait pas mal de liberté sur l'organisation de mon temps, parce qu'il faut savoir que la partie institutionnelle, quand il faut aller voir des parlementaires, c'est en journée, c'est pas forcément le soir, que l'étude des projets de loi, ça prend du temps, etc. Donc voilà. Jusqu'à 2004-2005, on a fait cette montée en puissance en parallèle sur les actions de promotion, parce qu'on faisait aussi des actions de promotion, des événements, participer à des événements, etc., comme par exemple les rencontres mondiales du logiciel libre, ou des événements professionnels, ou des événements grand public comme la fête de l'UMA. Et à côté, il y avait la partie institutionnelle. Et à un moment, on s'est dit, ça devait être courant 2004, on s'est dit, sur le côté institutionnel, ça devient très compliqué de tout faire en mode bénévole. En plus, on n'est pas des professionnels, entre guillemets, du plaidoyer. Et donc, on s'est dit, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on se contente finalement de nos actions de promotion et on oublie le côté institutionnel? Ou est-ce qu'on essaie de faire les deux? On se dit, il faut se défendre, donc on va essayer de faire les deux. Donc on a commencé à réfléchir à un mode de financement et on dit, si on arrive à convaincre des gens de nous soutenir, peut-être qu'on pourra embaucher des personnes. Et donc c'est à partir de 2004 qu'on a commencé à expliquer à des gens, écoutez, devenez membre de l'April, notre modèle de financement, c'est exclusivement les cotisations, et si on le peut, on pourra embaucher. Et on avait dans les embauches, on avait notamment l'objectif d'avoir une personne à temps plein sur les aspects institutionnels, donc la personne chargée des affaires publiques. Et dans les réflexions internes au niveau du conseil d'administration, c'est posé la question de la première personne à embaucher. Il se trouvait que moi, à l'époque, je venais de quitter Alcove, qui était l'une des principales entreprises du logiciel libre, et que j'étais entre deux choses, entre deux activités. Il s'est trouvé qu'après un certain nombre de discussions, d'échanges, on s'est dit, pourquoi tu ne serais pas le premier salarié de l'April? Donc au poste de délégué général, pour t'occuper de la partie promotion, de la partie institutionnelle, et avec un objectif rapidement de pouvoir embaucher une deuxième personne. Donc d'un point de vue date, moi j'ai commencé en mars 2025, et en gros c'est en octobre 2006 qu'on a eu la première personne chargée de mission affaires publiques. Et en octobre 2006, on a aussi une deuxième personne qui aidait sur les aspects promotion, quoi. Voilà. Pour quelques dates. Donc toi, Jeanne, quand t'arrives, il y a tout à faire finalement. Alors, ça a déjà commencé puisque il y a quelqu'un qui est arrivé en 2006. Il y a eu 2 personnes avant moi sur ce poste.
Ah oui. Ça a été voilà. J'ai pris la suite finalement de quelqu'un d'autre. Donc tout n'était pas à faire et heureusement d'ailleurs, il y avait quand même déjà des bases solides. Et Fred qui était en plus très présent, qui connaissait bien, qui a déjà vraiment travaillé aussi avec la personne qui s'en occupait avant, ne serait-ce que pour tout l'aspect contact, parce qu'évidemment c'est des postes avec énormément de relationnel, un énorme d'échanges presque personnel en fait quelque part. C'est vraiment de connaître les gens, connaître leurs habitudes, savoir à qui s'adresser, etc. Donc je suis arrivée sur quelque chose d'existant. Mais c'est vrai je pense un moment où l'association était un peu sur le point d'évoluer, parce que c'était un aspect vraiment, qui est toujours d'ailleurs très militant, mais très militant, très tonique, très dans l'aspect vraiment bataille. Et finalement, au fur et à mesure, quand j'y étais, il y a aussi une volonté de revenir sur peut-être plus l'aspect promotion et pas que défense du logiciel libre. Peut-être parce que le contexte était différent à ce moment-là également, parce qu'il n'empêche pas qu'on ait eu des actions importantes de défense évidemment à ce moment-là, mais on est un peu reparti vraiment sur avoir à la fois ces deux jambes pour avancer. Si je peux peut-être préciser effectivement ce que dit Jeanne est très intéressant, parce que c'est vrai que la période avant Jeanne, donc Affaires publiques, le premier poste c'était 2006, donc il y a eu, alors on peut les citer parce que ils ont été très importants. Donc il y a eu Christophe Esperne quelque temps, et puis ensuite Alix Cazenave. Et c'est vrai que c'était une période où on était en fait le libre était attaqué, c'est-à-dire attaqué pas forcément directement, mais par les brevets logiciels, par les notes numériques, le DRM, par Microsoft. Parlait de cancer, etc. Et donc c'est vrai que c'était plutôt des actions en défense sur des sujets assez très très larges. Donc par exemple la directive droit d'auteur, ça concernait pas que les DRM, ça concernait plein de choses. Et les acteurs qui étaient par exemple en face, c'était la SACEM pour la musique, c'était la SACD pour les auteurs, etc. Et c'est des gens avec des moyens considérables. Et donc effectivement on peut parler de combat. C'est-à-dire vraiment on peut parler de combat tout en rappelant que nous à l'époque, on était 2 à l'April en tant que salariés. Puis après il y avait des bénévoles qui nous aidaient, mais c'était vraiment en termes de combat. On essayait de se défendre pour ne pas perdre des choses qu'on avait. Et c'est vrai que quand Jeanne est arrivée, les brevets logiciels, on avait déjà gagné parce qu'il y a eu le rejet de la directive en 2005. La loi sur le droit d'auteur en France, elle a été votée de mémoire en avril ou mai 2006, quelque chose comme ça. Donc elle est arrivée à une période où on était moins période de combat. Et justement, ça nous permettait aussi de se remettre sur de l'aspect promotion dont on pourra parler tout à l'heure, notamment l'aspect pouvoir public, politique publique en faveur du logiciel libre, la souveraineté numérique, etc. Donc elle est arrivée à une période où c'était moins combat, et puis aussi il y a un style différent, c'est-à-dire que dans la gestion des affaires publiques, le style de la personne joue. Et c'est vrai que comme elle le dit aussi, et juste pour finir, les contacts sont importants dans les affaires publiques, c'est-à-dire que beaucoup de choses se jouent au niveau du relationnel. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Les gens ont sans doute une image très négative des responsables politiques. Alors on en a rencontré je sais pas quelle expression je pourrais employer, mais des gens qui pensent plus à leur carrière et à leur intérêt personnel. Mais on a aussi rencontré des responsables politiques qui ont le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est une chose qui était vraiment super dans nos actions de plaidoyer. Donc Jeanne, toi, quand t'arrives, l'April, c'est déjà connu des décideurs politiques. Il y a déjà eu des batailles, c'est déjà un acteur qui est identifié. Alors c'est déjà un acteur qui est identifié par certains, alors pas par tous. Après, il faut voir, mais c'est encore le cas aujourd'hui, le personnel politique, ça, par nature, il y a énormément de renouvellement, donc il y a toujours un travail à faire. Après, je rejoins tout à fait ce que disait Fred, c'est que je suis arrivée à une période où on n'était plus dans le logiciel libre cancer pour l'informatique tel que ça pouvait être plutôt au début des années 2000. L'existence du logiciel libre, elle était un peu plus acquise, on va dire, de manière très globale dans le système politique. Des noms comme Firefox ou autres commençaient à être déjà connus du grand public. Il y avait moins cet aspect. Voilà, le libre était évidemment sur plein sur plein de choses, le libre était effectivement mis en danger, mais disons que les attaques n'étaient plus aussi frontales, on n'était plus autant dans un combat d'existence. Finalement, c'était plus on essayait de nous étouffer que vraiment de dire qu'on était mauvais fondamentalement. Donc là, l'idée de remettre un peu plus l'attention sur la partie promotion, à cette époque-là, ça se traduit comment ? Qu'est-ce que vous faites comme action pour faire de la promotion ? Alors, il y en a eu plusieurs. Alors, une qui a beaucoup fonctionné, qui avait été un peu lancée avant mon arrivée et que j'ai pu continuer et qui a plutôt bien marché d'ailleurs, c'est une initiative qu'on appelait candidat.fr.
Donc le but, c'était, avec les bénévoles de l'association, de contacter un maximum de candidats à toutes les élections. Simplement pour leur parler du logiciel libre, de leur dire que ça existait. Finalement, c'est une première pierre. C'est la manière de lancer un premier contact. Particulièrement intéressant de travailler avec les bénévoles parce que notamment en région, ça permet pour les élections régionales, mais aussi les élections à l'Assemblée nationale par exemple, que ce soit des électeurs de la circonscription qui parlent, évidemment ça a plus de poids. Et voilà, simplement déjà leur parler du logiciel libre et aussi de leur demander, alors tous ne le faisaient pas, mais beaucoup l'ont fait quand même, de s'engager en faveur du logiciel libre en signant ce qu'on appelait une charte où ils s'engageaient finalement déjà à ne pas nuire au logiciel libre et idéalement peut-être de le soutenir également. Je me rappelle très bien de candidat.fr. C'est une idée originale que vous avez eue à travers vos réflexions. C'était comment vous en arrivez à candidat.fr? Là-dessus, je peux répondre parce que j'y étais. Alors, candidat.fr, initialement, c'était justement, on s'était dit, on a rencontré plein de politiques à un moment de combat, c'est-à-dire à un moment où ces personnes-là sont élues, et on s'est dit, ce qui serait bien, c'est soit de les rencontrer ou en tout cas de les sensibiliser avant même les élections. Et donc, candidat.fr a pris deux formes. La forme qu'a expliqué Jeanne, c'est alors on s'est inspiré tout simplement de ce qu'avait proposé à l'époque, je crois que c'était Nicolas Hulot qui proposait un pacte écologiste ou un truc comme ça. Donc nous on appelait ça le pacte du logiciel libre, donc un document d'une page très simple, comme le dit Jeanne, où les candidats et candidates s'engageaient déjà à ne pas nuire au logiciel libre et même éventuellement à le favoriser. Et donc ça reposait beaucoup sur la mobilisation en local des bénévoles pour les contacter les candidates et les candidats. Et la deuxième partie qui a commencé pareil, alors la première édition c'est en 2017, c'est pour la présidentielle de 2017 et pour les échelles de 2017. Et pour la présidentielle, on s'est dit on va pas faire un pacte tout simple parce qu'on s'est dit dans les équipes de candidats et de candidates, il y a des gens qui sont capables de répondre à un questionnaire plus détaillé et surtout on veut des engagements ou des réponses sur tous les sujets qui nous intéressent. Et donc on a élaboré donc avec le chargé de mission affaires publiques à l'époque. Alors j'ai un doute sur 2007. Là, j'ai dit 2017. C'était 2007. Ouais, 2007 donc ça devait être Christophe à l'époque. Et des bénévoles. On a élaboré un questionnaire assez long qu'on a envoyé à l'ensemble des équipes de candidature, qui étaient candidates. Donc, de mémoire, il y avait en 2007, il y avait 12 personnes candidates, et je crois que les 8 premières ont répondu. Donc, y compris le président élu ensuite, Nicolas Sarkozy, dont la réponse au questionnaire était la pire de toutes. Soyons clairs, c'était... il n'y avait aucune surprise sur ce qu'il allait mettre en œuvre par rapport au logiciel libre ou Internet. Mais en tout cas, les personnes, les équipes candidates avaient pris le temps de répondre vraiment en détail au questionnaire. On a renouvelé ça évidemment pour les présidentielles suivantes, pacte de logiciel libre pour l'ensemble des élections locales. Mais le questionnaire, en fait, l'inspiration, c'était qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des questionnaires, il y avait des structures. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment de sensibiliser avant et d'avoir la position en avant. Et nous, on faisait aucun commentaire sur les réponses. C'est-à-dire qu'en fait, on publiait les réponses et ensuite les gens, en fonction des réponses, ils allaient pouvoir se positionner sur leur choix, sachant qu'évidemment, les réponses au questionnaire candidat.fr n'étaient qu'un des éléments de vote pour une personne, quoi. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. Alors, le questionnaire, on le fait plus parce qu'en fait, on se rend compte que les équipes de candidats maintenant et de candidates, elles ne répondent plus à ce genre de questionnaire. Par contre, le pacte du logiciel libre, on le poursuit pour les élections locales, même si ça marche moins que effectivement dans les années 2007, 2012, 2017, etc. Je suppose que pour vous, ça a aussi l'avantage de savoir en avance à quoi vous attendre quand un candidat arrive, quoi. Je pense que quand Sarkozy il est élu, vous savez exactement à quoi vous attendre et en gros quelles actions, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et puis c'est aussi l'avantage, notamment au niveau local. Enfin, évidemment, à l'April, on était que quelques salariés. Il y avait des bénévoles impliqués sur le terrain, mais aussi d'avoir des élus, ou des futurs élus qui prennent la peine d'échanger avec nous, de répondre. Ça permet aussi d'identifier des relais potentiels, des gens à qui on peut peut-être échanger en amont, aussi se faire connaître, parce que parfois on n'était pas forcément bien identifié par des nouveaux arrivants dans le champ politique. Et pouvoir créer aussi du lien avec des gens qu'on n'aurait pas forcément créé autrement. Ce qu'il faut préciser aussi, parce que pour que les gens comprennent bien, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est qu'en fait beaucoup de choses se jouent sur une très faible proportion de personnes, en fait, sur les projets de loi. Parce qu'au final, on a l'impression, des fois, de la télé nous montre des hémicycles blindés où les parlementaires votent, mais en fait, dans le quotidien du travail, il y a un travail qui se fait en commission, en hémicycle, etc. Et
Donc, en commission, il y a quelques personnes qui travaillent sur ces sujets. Et puis, dans chaque parti politique, il y a des personnes référentes. Et donc, ne serait-ce qu'identifier ces personnes référentes, ça prend du temps. Et donc, l'avantage du questionnaire, c'était qu'on pouvait en identifier certaines avant, avec des engagements. Et nous, après, on retournait les voir en disant, ben voilà, vous avez été élu, vous avez signé le pacte du logiciel libre. Donc là, par exemple, il y a tel projet de loi qui arrive. Nous, on a des amendements pour corriger telle ou telle chose, ou au contraire pour améliorer telle ou telle chose. Et ça, c'est quand même très très efficace. Mais il faut vraiment retenir que au Parlement, ça se joue à pas grand-chose. Des fois, une seule personne peut faire basculer un projet de loi si on arrive à la convaincre et surtout à l'identifier. Donc, même si les parlementaires même connaissent peut-être le nom de l'April, nous, à l'inverse, des fois, on découvre des gens qui sont mobilisés sur des sujets. Récemment, par exemple, on a été contacté par un député qu'on ne connaissait pas, mais qui nous a découvert via nos initiatives et qui se retrouve être un député qui utilise une distribution libre sur son ordinateur. Voilà, on a discuté de ce qu'il était possible de faire, quoi. J'avais 2 questions. La première, c'est vous parlez des bénévoles. Est-ce que ça représente beaucoup de gens? Est-ce que c'est des personnes très diverses? Donc voilà, c'est la première question. Et la deuxième question pour Jeanne. Donc toi, tu passais ton temps justement à essayer de trouver ces gens à qui parler et à avoir des relations avec elles et à faire passer les messages que vous voulez faire passer. C'est bien ça? Alors je vais peut-être commencer sur la deuxième question, si ça t'ennuie pas Fred, ni toi Walid. Finalement, mon travail, c'était de 2 aspects, effectivement, énormément parler à ces personnes, mais aussi il faut préparer ce qu'on va dire. Donc il y avait aussi énormément de travail en amont. Par exemple, quand un projet de loi est déposé dès l'origine, commencer à l'étudier, commencer à voir qu'est-ce qui pourrait avoir des incidences pour le logiciel libre. Quand Fred parlait par exemple de proposer des amendements, un amendement c'est quand même quelque chose. Enfin voilà, faut arriver avec un amendement qui est prêt, qui est rédigé, être sûr de ne pas se tromper. Donc il y avait aussi tout cet aspect finalement de recherche juridique et d'analyse juridique au préalable qui représentait une grande partie de mon temps. Est-ce que tu étais toute seule ou est-ce qu'il y avait c'était plutôt un ensemble de personnes, d'associations Alors évidemment on travaille toujours en collégialité avec les bénévoles, avec le délégué général, avec le conseil d'administration. Après moi j'avais été recrutée parce que j'étais juriste. Donc pour cette expertise finalement sur l'aspect droit. OK. Sur ces sujets-là, vous embarquiez d'autres personnes? C'est que l'April qui répond ou ça pouvait vous arriver de faire une espèce de coalition avec d'autres personnes qui défendaient à peu près les mêmes sujets, quoi? Alors ça peut arriver. On a pu travailler avec d'autres personnes. Je pense notamment à la Quadrature du Net. À mon époque, on a travaillé régulièrement ensemble, notamment sur ACTA, le traité commercial anti-contrefaçon. Voilà, eux étaient fer de lance. Mais on a beaucoup travaillé avec eux. On les a beaucoup appuyés parce que finalement, on était sur les mêmes combats et sur les mêmes lignes. Donc, on pouvait travailler avec d'autres structures. Par exemple, aussi sur les questions de brevets, on a pu parler avec d'autres associations peut-être plus larges parce qu'on a pu travailler, par exemple, avec la Confédération paysanne, parce que la question de brevetabilité à tout crin, la brevetabilité du vivant rejoint la problématique de la brevetabilité du logiciel. Donc dès qu'on avait cette possibilité finalement d'avoir une convergence en termes de militantisme, on s'en saisissait bien évidemment. Et au contraire, c'était très intéressant de pouvoir faire ces liens. Je pense que nous aussi, en tant que structure, on a appris plein de choses, par exemple en travaillant avec la Conf, et j'ose espérer qu'eux aussi, on leur a fait peut-être réfléchir un petit peu sur la problématique numérique. Là-dessus, pour compléter, et je répondrai à ta question sur les bénévoles, sur les brevets par exemple aussi, on a beaucoup échangé à l'époque avec ACT UP Paris, à l'époque où Emma Coss était la présidente, parce que comme vient de le dire Jeanne, la thématique brevet est beaucoup plus large que simplement la problématique logicielle, et souvent en plus on a les mêmes acteurs en face de nous, c'est-à-dire on se retrouve souvent avec les mêmes personnes. Quand on a travaillé sur la directive droit d'auteur, on a aussi été voir des gens qui pouvaient par exemple avoir des intérêts convergents, notamment les interprètes par exemple, qui n'étaient pas forcément en faveur des DRM ou autres. Voilà. Et effectivement, on a beaucoup travaillé en coalition. La directive brevet logiciel dont j'ai parlé, il y avait plein de structures européennes qui étaient impliquées. Donc, on était rarement seuls sur des sujets. Alors, sur certains sujets, on était seuls, c'est normal, mais on travaillait beaucoup en coalition. Le deuxième point, quand tu posais la question sur le travail de Jeanne, une des difficultés, c'est un travail un peu solitaire sur lequel beaucoup de choses reposent quand même sur la personne qui est en charge des affaires publiques.
parce que c'est quand même des sujets complexes. On est une petite structure, on n'a pas forcément des bénévoles qui ont envie de se palucher les projets de loi. Alors de temps en temps, on tombe sur des gens qui ont cette capacité-là. Donc par exemple sur les brevets, je pourrais citer Gibus, Gérald, qui est quelqu'un qui a travaillé de façon bénévole sur les brevets et qui a beaucoup accompagné Jeanne. Il y a Sébastien Dino aussi, par exemple, je sais que tu as interviewé récemment dans Projet Libre pour parler de gouvernance. Donc voilà, mais ça reste quand même une activité qui est très solitaire. Et quand c'était la partie vraiment, on n'était que en défense principalement, donc à l'époque plutôt de Christophe et Alix, c'est quelque chose qui est en plus très usant. Parce qu'en fait, quand tu dois te taper des projets de loi et uniquement en défense, et en plus avec en face de toi des gens qui vont essayer de te rabaisser, c'est-à-dire vous êtes des geeks, vous comprenez rien, c'est très dur en fait humainement. Et en plus, quand il y a des projets de loi sur lesquels qui sont très importants, les journées s'allongent, on peut le dire, parce que c'est jour, nuit, etc. Donc voilà. Sur la partie bénévole, pour répondre à ta question, en fait, il y a quelques bénévoles sur la partie institutionnelle qui nous aident, je viens de le dire. Après, le mode de fonctionnement de l'April se repose beaucoup sur les bénévoles. C'est-à-dire que c'est quand on a acté le fait qu'on allait essayer d'avoir une équipe salariée, on s'est dit il faut quand même qu'on reste une association où les bénévoles sont là, peuvent agir avec l'équipe salariée. Donc dans tous les groupes de travail de l'April, par exemple dans le groupe de travail qui fait de la transcription, il y a Marie-Odile qui a beaucoup de boulot. L'administration système, par exemple, les serveurs de l'April sont gérés par des bénévoles. Tout à l'heure, si on parlera peut-être de l'émission de radio Libre à vous ou des services libres sur le site chapril.org, c'est des bénévoles. Alors après, ça dépend des projets. Par exemple, sur l'émission de Libre à vous, il peut y avoir, de mémoire, c'est peut-être entre 15 et 20 bénévoles qui interviennent, que ce soit sur des chroniques, sur le traitement du podcast, sur la régie. Donc voilà, on est resté une association, et ça c'était vraiment fondamental pour nous, qui est un mixte de personnes salariées et de bénévoles qui sont actives, et avec un conseil d'administration qui joue son rôle de conseil d'administration. Donc pour nous, ça c'était fondamental, d'autant plus quand le premier salarié est l'un des cofondateurs de l'association. Ok. Si je reviens sur ces grands combats, donc là on a parlé des brevets logiciels, on a parlé donc de la partie DRM, candidat.fr, donc là qui est pas un combat mais qui est plutôt de la promotion. Quelles sont les grosses actions que vous aimeriez mettre en avant, expliquer aux auditrices et aux auditeurs, ou soit ça vous a marqué personnellement, soit ça fait partie des choses un peu fondatrices de l'association, quoi. Je vais effectivement plutôt reprendre sur des choses sur que j'ai pu travailler à l'époque où j'étais salariée à l'April, mais qui me sont particulièrement importants parce que on en entend encore parler aujourd'hui, et puis voilà, on peut en voir, je pense, encore très nettement les ramifications. C'est quelque chose qui continue. C'est tout ce qui était la question des open bars Microsoft dans les ministères, et plus largement l'utilisation du logiciel libre dans les administrations. Ça a été déjà pour le coup un combat que j'ai eu l'occasion de mener avec l'April, un gros combat, puisque une vraie question, alors, logiciel libre évidemment, même au-delà du logiciel libre, une vraie question de souveraineté, une vraie question d'indépendance qui, je pense, a quand même peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque. Mais le fait est que d'avoir au sein même du ministère de la Défense un centre de compétences Microsoft qui a accès à la totalité des ordinateurs du ministère reste quand même quelque chose qui était extrêmement problématique, qui a fait quand même beaucoup de bruit, parce que c'était un vrai travail pour nous, à la fois d'investigation, de rencontres, d'échanges. On a quand même beaucoup travaillé à obtenir des sources, à croiser des sources. On a fait une quantité de demandes CADA assez impressionnantes. On a obtenu des documents occultés, finalement. On a obtenu des désoccultations. C'est quoi CADA ? La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. C'est-à-dire, la logique de la CADA, c'est que, en fait, ça repart finalement de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, que tout le monde a droit de demander à l'administration de rendre des comptes. Donc ça veut dire que tous les documents de l'administration, sauf exception, sont communicables. Donc n'importe qui, vous ou moi, on peut demander accès aux documents de l'administration. Donc en fait, on a utilisé cette possibilité qui existe pour tout le monde en tant que structure pour aller demander au ministère de la Défense de publier son appel d'offres, il n'y en avait pas, aussi son contrat. Alors évidemment, des mentions peuvent être occultées et ils ont le droit de le faire sur les montants financiers, mais sauf qu'on a retrouvé des pages entières caviardées sans qu'il y ait de justification légale, ce qui a pu mener à un combat assez long pour obtenir toutes ces informations. Je suis retombé sur les vieilles vidéos de l'époque qui m'ont replongé dans tout ça, mais comment vous entendez parler de ce contrat open bar ?
Alors c'est les contacts, c'est un peu, je pense, l'intérêt justement de tout ce qui est affaires publiques de manière globale. C'est les sources. Voilà, on a des sources. Non, mais au-delà, on peut dire on a des sources, mais voilà, on est impliqué dans le logiciel libre, d'autres gens le sont, on va rencontrer des gens, que ce soit à des événements, à des salons, peu importe. On va échanger et puis on va commencer à apprendre, à entendre parler quelque chose, on va essayer de creuser un petit peu, on va essayer d'aller voir d'autres personnes qui sont en lien, par exemple, avec cette administration, pour reprendre l'exemple de la défense. Et au final, voilà, on finit par avoir... en grattant, on commence à avoir quelques bribes. On va par exemple justement faire une demande de document administratif. On va voir si on tombe sur quelque chose. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais c'est comme ça finalement. Et puis après, des sources aussi qui peuvent éventuellement nous donner un certain nombre d'éléments. Au fil des ans, on a aussi développé des relations de confiance avec certaines personnes des administrations qui ont un sens de l'intérêt général hautement développé et qui, pour certaines, nous transféraient des documents en nous disant attention, regardez là, j'ai vu passer ça, ça me paraît scandaleux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Et quand je me disais tout à l'heure dans les responsables politiques, on a rencontré des responsables politiques qui ont un haut sens de l'intérêt général, dans l'administration aussi. Notamment parce qu'il y a des gens sur certains dossiers qui ont été outrés par des décisions qui ont été prises au mépris en fait de leur propre expertise. Je vais prendre un exemple. Le format de document de Microsoft, par exemple, il y a quelques années, a été soumis à la normalisation au niveau international. Donc l'idée, c'est que ça devienne une norme. Et en France, c'est au niveau de l'AFNOR, donc l'association francophone de normalisation. Il faut dire le format Microsoft pour les documents bureautiques. Ouais, pour la bureautique, excuse-moi. Ouais. Et donc au niveau français, c'était un organisme public, donc l'AFNOR, donc l'association francophone de normalisation. Et donc cette organisation a travaillé de façon ouverte pendant, je sais plus, 1 an et demi ou 2 ans. Nous on participait, il y avait des personnes expertes de l'administration et au bout de ces mois de travail, ce groupe de travail d'expertise a dit non, le format ne peut pas être normalisé, il y a des manques et donc il faut qu'à minima l'AFNOR s'abstienne. Ça c'était la dernière réunion, quoi. Et 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, je ne sais plus, on apprend finalement que la décision de l'AFNOR n'est pas de s'abstenir, mais de voter pour. Non, il fallait voter. Non, excuse-moi, il fallait voter contre. Le groupe d'expertise, je corrige, indique qu'il fallait voter contre. Et finalement, 2-3 jours après, on apprend que l'AFNOR décide de s'abstenir. Et personne ne comprend rien. C'est-à-dire, personne ne comprend pourquoi tout d'un coup l'AFNOR, donc la haute direction de l'AFNOR, décide d'aller contre les recommandations de ce groupe de travail. Et on apprendra quelques mois plus tard, via un article de presse, que la décision est descendue directement de l'Élysée par le conseiller numérique du président de la République de l'époque, donc à l'époque c'était Nicolas Sarkozy. Ce conseiller numérique, c'est Franck Supplisson, qui donc a donné l'ordre à la direction de l'AFNOR de ne pas voter contre, mais de s'abstenir. Et donc vous pouvez imaginer que les personnes des administrations qui avaient participé à ce groupe de travail ont été particulièrement outrées de cette voie de fait. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on a dû faire souvent face et que je pense que font beaucoup de face des structures comme la nôtre dans d'autres domaines. C'est qu'on fait face à des structures de lobbying qui sont incroyables. C'est-à-dire en face de nous, c'est des Microsoft, ça peut être des Google, ça peut être des Apple. Là où d'autres vont avoir en face d'eux des Total, etc. Donc on se bat avec nos moyens. Donc des fois, on obtient des résultats positifs. En fait, le fait d'avoir raison ne garantit pas de gagner. Il y a un rapport de force. C'est un peu ce qu'on a appris et ce qui au début, nous dérangeait particulièrement. Bon, maintenant, on a accepté le fait qu'il y a un rapport de force. Jeanne, tu veux continuer? Sinon, j'ai une question complémentaire là-dessus. Non, moi c'est bon. Je pense que Fred a effectivement très bien résumé la question et effectivement, le rapport de force, il est réel, quoi. Mais juste pour finir sur l'open bar Microsoft Défense, parce qu'elle l'a pas dit, Jeanne. La presse a relayé beaucoup cette action-là. C'est-à-dire, c'est là aussi, ça fait beaucoup pour notre travail de reconnaissance. C'est-à-dire que Jeanne, notamment, a été interviewée dans l'émission Le 20-20 heures par Jean-Marc Manac. C'est une émission sur Arte ou France 5, je sais plus. Bon, c'était peut-être France 5, je sais plus. En tout cas, c'était le 20-23. Le lien vers l'émission. Voilà, tu retrouveras la référence. Et quelques années plus tard, il y a eu un cache investigation qui a été entièrement consacré à ce sujet-là. Et ce cache investigation n'a existé que parce que on a fait ce travail-là. Le journaliste réalisateur qui a fait ce travail d'enquête est venu nous voir et puis voilà, il a fait ça. Donc ce dossier-là est un peu particulier aussi parce que il a participé à la visibilité de notre action et aussi c'est une sorte de reconnaissance du sérieux de notre action vu que finalement des journalistes tout à fait sérieux comme les gens du 20-20 heures ou de Cache Investigation en ont fait un sujet. C'était la question que je voulais poser, c'était votre relation avec les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jeanne? Finalement, on était un
un acteur pour les journalistes, une source finalement d'information qui pouvait être amenée à échanger. Alors évidemment en tant que structure qui faisions de la communication, on était amené à contacter régulièrement des journalistes pour les informer de nos différentes actions. J'imagine l'April fait toujours. Après, sur des sujets brûlants, typiquement l'Open Bar Microsoft, on a pu faire un certain nombre de communiqués de presse qu'on leur transmettait. Après, on répondait aussi à leurs sollicitations. Je sais que pendant les périodes open bar, mais aussi pendant les périodes de lutte contre ACTA, dont on vient de parler, le traité commercial anti-contrefaçon, on a pu échanger avec énormément de journalistes. Passer du temps à faire des interviews, répondre à des questions. Finalement, c'est un travail de sensibilisation des journalistes pour qu'ils finalement découvrent aussi les enjeux, parce que eux aussi, évidemment, ils travaillent sur énormément de sujets. Et après, effectivement, essayer de faire passer un maximum de... Nous, quand on a commencé, on a pris une position de départ qui était on essaye de publier tout ce qu'on fait et on met des liens vers toutes les références. Alors c'est un des reproches que des gens des fois nous disaient, vos trucs ils sont illisibles parce qu'il y a des références partout, c'est super détaillé. Mais en fait c'était volontaire, c'était qu'on voulait que les gens qui lisent nos communiqués ou nos analyses puissent elles-mêmes se faire leur propre analyse si elles avaient envie. Donc si on citait un projet de loi, on mettait le lien, si on citait un amendement, on mettait le lien, etc. Et donc les journalistes avec qui on travaillait, ils pouvaient vérifier, ces personnes-là pouvaient vérifier ce qu'on faisait. Donc c'était un gage de transparence, de confiance. Voilà. Et inversement, de temps en temps, on a été la source de journalistes, mais comme plein de gens. Enfin, aujourd'hui, un journaliste d'investigation qui n'a pas de source, il peut pas faire son travail, quoi. Donc ça marche dans les deux sens, quoi. Ok. Jeanne, est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres combats que tu aimerais mettre en avant ? Je pense qu'on a vraiment vu quelque part peut-être les plus importants, les plus marquants, les plus flagrants. Là, j'en vois pas. Fred, je sais pas si toi tu vois d'autres. Il y a eu plein d'actions auxquelles Jeanne a participé, notamment sur les marchés publics, autour de l'éducation. En fait, il y en aurait beaucoup. On pourrait y passer 2 émissions, mais c'est vrai que Candidat.fr, Open Bar Microsoft Défense et ce qu'elle a cité ACTA, qui a aussi été une victoire, ACTA au final, pas que de l'April, de plein de gens, me paraît c'est l'essentiel, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, des actions non axées sur l'institutionnel que t'aimerais mettre en avant, Jeanne, aussi ? Alors, en tant que communication externe de l'April, pas vraiment, parce que moi, c'est mon travail. À l'April, c'était l'aspect purement institutionnel. Après, j'ose pouvoir dire que on a quand même aussi, pendant que j'y étais, beaucoup évolué en tant que structure, en tant qu'association. Moi, je suis arrivée, j'étais très engagée, mais j'étais pas une militante à la base. J'étais engagée par mes choix professionnels notamment. Je suis arrivée, en plus, j'étais pas une informaticienne, j'étais pas une geek à la base, j'étais engagée plus vraiment dans la question finalement liberté fondamentale, droits de l'homme, vraiment de manière presque essentielle. Donc c'est vrai que je suis arrivée à l'époque dans une association plutôt geek, si je peux me permettre, qui était où le coût d'entrée était quand même pas négligeable parce que le logiciel libre. C'était dur de rentrer dedans ? Alors c'était pas dur parce que les gens ont été extrêmement accueillants et j'étais très bien accueillie. Maintenant, il y a les premières fois, il y a un certain nombre de fois où je ne comprenais pas tout ce qui se passait dans la salle. On va être clair, les termes, il y a un petit coup d'entrée sur l'apprentissage, en termes de termes utilisés, en termes d'abréviation, etc. Comme souvent, même en termes d'outils informatiques. J'étais pas informaticienne, j'avais jamais fait de HTML. Je suis arrivée, je me suis retrouvée à publier sur des wikis et à écrire sur le site internet en HTML. Donc oui, un coup d'entrée. Mais une association qui a plutôt là-dessus évolué très positivement. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que que ce soit le conseil d'administration, que ce soit Fred, que ce soit finalement tout le monde, était vraiment dans une démarche d'inclusivité et de ne pas faire peur à ceux qui ne connaissaient pas justement qui étaient non geeks, quoi, pour parler simplement. Et quand je suis arrivée finalement avec un regard un peu neuf sur cette question-là, il y a eu une vraie écoute et on a essayé vraiment de travailler sur, dégeekiser quelque part l'April et en tout cas la rendre plus facilement accessible et moins inquiétante peut-être pour le grand public. Et d'expliquer finalement, parler de logiciel libre, c'est pas que pouvoir utiliser quel logiciel vous utilisez sur votre ordinateur. Relier ça à des questions essentielles aujourd'hui, la question de la souveraineté, la question de la vie privée, protection des données personnelles et vraiment aussi développer cet aspect communication là.
Si je peux compléter aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, Jeanne est arrivée à une période où finalement avant l'arrivée de Jeanne, on était dans un mode guerrière quoi quelque part. C'est parce que on était attaqué et donc on se défendait, voilà, et donc on était voilà. Jeanne est arrivée à un moment dans l'histoire de l'association où c'était moins le cas parce que certains combats étaient déjà alors, soit gagnés, soit perdus, mais en tout cas étaient passés. En plus, elle est arrivée avec je l'ai dit tout à l'heure, son propre style, ses propres centres d'intérêt, notamment tout ce qui est inclusivité, diversité. Jeanne a dit tout à l'heure que c'est une association très geek, mais ce qu'elle n'ose peut-être pas dire, c'était une association aussi qui consommait, notamment lors des soirées ou des apéros, beaucoup de bière et de cacahuètes, qui avait peut-être un vocabulaire aussi pas du tout inclusif, notamment pour les femmes, parce que voilà, il devait y avoir une époque. Alors je rappelle, Jeanne est arrivée en 2010. Et donc c'était quand même historiquement une association où il y avait beaucoup d'hommes et qui à l'époque n'était sans doute pas encore déconstruit et donc faisait des blagues vaseuses, voire douteuses, voire pire quoi. À l'April, les gens qui arrivent, on leur laisse, c'est pas une liberté, mais on leur dit apportez ce que vous avez envie d'apporter. C'est important. Voilà. Ça a été le début aussi des évolutions de l'April, notamment sur la diversité, notamment la diversité de genre. Très clairement, elle a joué un rôle là-dessus. D'ailleurs, le groupe de travail diversité de l'April a été créé, je crois, en 2006, quelque chose comme ça. À l'époque, par exemple, je regardais tout à l'heure les statistiques. À l'époque de l'arrivée de Jeanne, par exemple, le conseil d'administration de l'April, ça devait être 2 femmes sur 17. Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'April, c'est la parité, 5 hommes, 5 femmes. L'équipe salariée de l'April est paritaire aussi. Dans nos groupes de travail, il y a de plus en plus de femmes. Et les apéros aujourd'hui, par exemple, ont évolué aussi. Donc voilà, elle a joué clairement un rôle là-dessus, pour nous faire comprendre que si on considérait que l'informatique était un enjeu de société, la liberté informatique est un enjeu de société, il fallait parler à la société et pas simplement aux geeks blancs barbus qui représentaient une bonne partie de l'association. Donc, je sais pas si tu veux compléter, Jeanne. Finalement, c'était une association, il y a un côté organique finalement dans l'association qui s'était créée avec des étudiants en informatique et qui avait un peu gardé cet ADN d'étudiant informatique. Moi, je suis arrivée, je ne l'étais absolument pas. Et donc c'est vrai que il y a eu quelques moments d'apprentissage, que effectivement bière, cacahuètes, tout le monde ne boit pas d'alcool. Parfois les gens ont envie de manger autre chose que des cacahuètes. Voilà, donc il y a eu toute une période où Fred a acheté systématiquement aussi des tomates cerises. Comme ça, il y avait autre chose que des cacahuètes à table. Des moments aussi où j'ai expliqué que oui, alors là en ce moment c'était la période du Ramadan, donc valait mieux mettre les réunions après la rupture du jeûne ou en tout cas pas en pleine rupture du jeûne. Pour ça, au moins pour arranger certains bénévoles et sans forcément leur poser la question d'ailleurs, parce que c'est pas forcément agréable d'être mis sous le spot en mode alors est-ce que tu fais Ramadan toi? Non, en fait on pose pas la question. On voit qu'il est pas disponible, qu'il dit que ça lui arrangerait de pas faire entre 18h et 18h30. En fait on infère ou on n'infère pas, ou en tout cas si jamais les autres sont en train de boire et manger, on n'insiste peut-être pas lourdement pour qu'il prenne quelque chose lui aussi. Voilà, c'est finalement tout un tas de petites choses pour que les gens se sentent plus à l'aise, plus inclus. De mémoire aussi des bénévoles qui ne buvaient pas d'alcool, qui nous ont gentiment expliqué que fallait arrêter d'acheter du jus de fruits premier prix, que si on prenait des bonnes bières, on pouvait aussi prendre un jus de fruits correct pour eux. Enfin, plein de petites choses. Voilà, pour essayer d'être plus inclusif. On a aussi beaucoup, je me souviens à la fin de la période, développé les échanges par ordinateur pour permettre à ceux qui soit habitaient loin, soit ne pouvaient pas facilement se déplacer, pouvoir échanger et faire vraiment partie de la communauté April. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est où c'est toujours le cas. Mais voilà, c'est finalement plein de petites actions assez concrètes où j'ai essayé d'apporter, et je pense que heureusement, et j'en suis ravie, je vois que l'April a continué pour essayer de se décentrer un peu et de voir un peu les différents les différents types de personnes et leurs besoins pour que tout le monde se sente les bienvenus. Voilà, et juste pour terminer là-dessus, je pense qu'effectivement j'étais particulièrement sensible parce que j'étais une jeune femme dans la vingtaine qui arrivait dans un groupe d'informaticiens et moi ça, vraiment à l'April c'était une safe space pour où ça se passait bien. J'ai pu participer à des colloques ou autres où c'est quand même pas simple d'être la seule femme dans une salle de 50 personnes. Et juste pour finir là-dessus, parce que je sais que t'aimes bien les anecdotes, Walid, elle parlait tout à l'heure des tomates cerises. Aujourd'hui, on progresse puisqu'on n'achète que des fruits de saison, ou des légumes de saison. Voilà. Et sur les jus de fruits, effectivement, un jour, un bénévole m'a dit, vous faites chier à acheter des jus de fruits merdiques alors que vous prenez des bonnes bières. Et effectivement, j'avais jamais fait attention à ça. Et donc, on essaye de progresser et Jeanne a joué un rôle important là-dessus et les personnes
qui ont suivi aussi. Et juste pour finir sur le fait d'être une femme dans les affaires publiques. Alors, je sais pas, aujourd'hui, c'est peut-être un peu évolué, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose qui n'était pas forcément évident. Parce que dans les affaires publiques, et notamment dans les cabinets et autres, c'est souvent beaucoup d'hommes avec beaucoup de testostérone. Et donc, il faut pouvoir s'imposer dans ce milieu-là. C'est pas évident. Est-ce que toi, Jeanne, à cette époque-là, tu communiquais justement sur ces changements en termes de diversité qu'il y avait à l'April, ou c'était quelque chose qui était plutôt interne et vous n'avez pas trop communiqué dessus vers l'externe? Alors les deux, je suis pas sûre qu'on ait fait vraiment de la communication grand public. Maintenant, dans des événements plus orientés logiciel libre, par exemple, j'ai pu faire un certain nombre de conférences sur la diversité pour un peu sensibiliser à cette problématique. On a eu un certain nombre de réunions aussi, d'échanges. Parfois pour un truc tout bête, mais que voilà, qu'on est, comme c'était notre cas, extrêmement minoritaire en tant que femme dans le logiciel libre, et ben ça fait du bien de pouvoir se réunir et discuter, d'avoir un partage d'expérience et de se sentir moins seul. Donc on a pu faire ça aussi. Voilà. Donc on n'a pas une communication aussi généraliste qu'on pouvait l'avoir, par exemple sur la partie institutionnelle, mais voilà, on a essayé aussi d'échanger, partager les bonnes pratiques. Moi j'arrivais avec un petit bagage sur le sujet, mais je ne prétends toujours pas d'ailleurs être spécialiste de la diversité et de l'inclusion. Donc de voir concrètement et clairement ce qui pouvait fonctionner, partager un peu nos retours d'expérience avec d'autres structures, c'est très intéressant aussi. Et on peut aussi prendre, là on parle de la diversité de genre, parce qu'effectivement, dans le monde informatique et notamment le logiciel libre, c'est sans doute ce qui est le plus visible, mais on essaie d'aborder la diversité dans son ensemble, et notamment par exemple, depuis de nombreuses années, les événements publics officiels de l'April sont organisés dans des endroits accessibles pour les personnes en situation de handicap. Alors c'est pas le cas de notre local. On espère un jour que le bailleur fera des travaux, mais quand on fait par exemple une assemblée générale, c'est un endroit qui est accessible. Quand on organise un événement public, alors notamment à Paris, il se trouve qu'on a souvent accès à un lieu qui s'appelle la Fondation pour le Progrès Humain, qui est accessible. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, on essaie d'aborder cette question de diversité dans son ensemble. Et par exemple, dans l'émission de radio, on le met aussi en œuvre dans les recrutements aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que tout simplement, des gens qui veulent se dire comment favoriser la contribution de femmes ou autres, ça passe aussi par le vocabulaire. C'est-à-dire, il faut se montrer inclusif des vocabulaires. Il faut aussi expliquer pour accueillir le maximum de gens qu'il n'y a pas forcément besoin d'une forte expertise, qu'il va y avoir un accompagnement. On précise même dans certaines documentations que l'accompagnement peut être fait par une femme si par exemple une femme souhaite être accompagnée par une autre femme. Je sais qu'actuellement il y a aussi des discussions pour relancer des échanges en non-mixité au sein de l'association, parce que ça peut être utile. C'est un travail qui est jamais fini, qui est sur le long terme, mais qui est essentiel, et surtout il faut à la fois avoir l'envie de le faire et y passer du temps. C'est-à-dire que ça doit être intégré dans le projet. Et pour nous aujourd'hui, c'est intégré dans le projet qu'est l'April. Il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué, dont vous avez parlé plusieurs fois. Vous avez parlé de groupes de travail. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que sont ces groupes de travail? Est-ce qu'ils sont apparus dès le départ? À quoi ça sert et quand est-ce que ça a apparu dans le travail de l'association? Dès le départ, au niveau de la création, quand on a créé l'association, on s'est pas dit seules les personnes membres de l'association peuvent contribuer. Dès le départ, on s'est dit n'importe qui peut contribuer, qu'elle soit membre ou pas de l'association. Et donc, on a formalisé une organisation qui est que un sujet, c'est un groupe de travail. Donc, en gros, c'est une personne ou deux référentes et puis des gens qui vont agir et à qui on donne des moyens. Donc, historiquement, en 96, le moyen principal, c'était une liste de discussion et l'accès au site web. Aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être l'accès au local de l'April pour faire des réunions ou d'autres. Et donc, les groupes de travail sont un peu thématiques. Par exemple, il y a un groupe qui a beaucoup réfléchi autour du logiciel libre dans le monde associatif. Il y a un groupe de travail transcription, très utile et très efficace, notamment avec Marie-Odile Morandi, qui fait de la transcription d'audio ou de vidéos qui sont en lien avec la liberté informatique. Il y a un groupe de travail revue de presse, donc qui publie toutes les semaines une revue de presse autour des sujets du logiciel libre. Et ces groupes de travail sont vraiment ouverts à tout le monde. C'est-à-dire même une personne qui n'est pas membre de l'April, elle va sur le site de l'April, elle trouve le groupe de travail, elle s'inscrit à la liste de discussion et elle peut contribuer. Le seul groupe de travail entre guillemets qui est réservé aux membres de l'April, c'est l'administration système, parce que ça, c'est gérer les serveurs de l'April. Donc là, il y a des données personnelles importantes, donc on préfère que les gens soient membres de l'April. Mais voilà, donc on fonctionne par groupe de travail et en interne, la partie institutionnelle, il y a une liste dédiée qui est ouverte aux membres. Alors oui, ça c'est peut-être la restriction. Peut-être l'autre exception, c'est que les actions institutionnelles se discutent sur une liste interne
pour des questions de confidentialité, pour des questions de confiance. Mais par exemple, sur certains sujets, il peut y avoir des sujets ponctuels qui se discutent ailleurs. Je pense que quand tu recevras notamment Étienne Gonu, qui occupe actuellement le poste Affaires publiques, il évoquera sans doute la thématique des logiciels libres de caisse. Là, ça se discute sur une liste publique et la liste comptabilité. Donc voilà, on a un certain nombre de groupes de travail. Il n'y a pas besoin d'être membre de l'April pour les rejoindre. Il faut juste avoir du temps. Et tout peut se faire à distance. Via les listes de discussion, via le site web, via les outils de visioconférence. Ok, très clair. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à ce que vous retenez alors dans ton cas, Jeanne, de ton passage à l'April, de tout ce pourquoi tu t'es battu, ce que tu as pu commencer à mettre en place. J'aimerais bien comprendre, déjà toi, ce que tu retiens de cette expérience, c'est-à-dire t'es arrivé avec une certaine vision des choses, t'as travaillé là-dessus, t'es parti faire autre chose. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette période ? Ça a été une période quand même assez longue, J'ai travaillé pas loin de 6 ans à l'April. Alors c'est une période très positive, beaucoup de belles choses. Voilà, des combats qu'on a menés, de beaux combats, certains qu'on a gagnés. On a cité ACTA tout à l'heure, c'était un grand combat de longue haleine et sur lequel on a quand même connu des beaux succès. Un très beau succès même. Beaucoup de travail sur candidat.fr sur les élections. Beaucoup de sensibilisation qu'on a pu faire aussi, ce qu'on a pu parler dans les administrations. J'ai appris beaucoup, que ce soit techniquement. J'étais pas du tout, je connaissais à peu près ce que c'est que le logiciel libre, mais objectivement, ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui encore, mon ordinateur il est sous Debian, mon téléphone utilise Graphene OS, je continue d'utiliser le logiciel libre, même si c'est plus mon métier. La question n'est pas là et je reste absolument convaincue. J'ai appris beaucoup aussi, j'étais déjà dans tout ce qui est institutionnel, mais d'être vraiment sur l'aspect plus militant, j'ai également énormément appris. Je continue d'avoir un intérêt certain pour ces questions. Et aujourd'hui, je n'utilise plus du tout, mais beaucoup plus récemment, pendant 2 ans, plus de 2 ans, j'ai été chef de service au sein de la CNIL, au service des affaires régaliennes. Donc, je me suis occupée de préparer des propositions de délibération pour la CNIL sur tous les sujets, on va dire, sensibles, régaliens, défense, intérieur, justice, police et ainsi de suite. Et bien évidemment, les questions de logiciels libres sont revenues là-dessus. Et finalement, j'y arrivais, mais je sais que finalement, avec ce travail à la CNIL aussi, je retombe un peu sur les mêmes problématiques et peut-être qu'aujourd'hui, je les défends différemment. C'est marrant parce que ma question suivante, c'était est-ce que ton expérience à l'April t'a aider dans tes emplois suivants? Alors, elle m'a aidé humainement, personnellement, elle m'a fait grandir, ça c'est certain. J'ai appris beaucoup de choses. En toute transparence, même si je ne rentrerai pas dans les détails de mon travail parce que c'est pas l'objet, moi aujourd'hui je suis juge, donc ça n'a un peu rien à voir. Je travaille notamment sur des questions d'accidents médicaux, sur des litiges d'accidents médicaux ou de marchés publics. Donc autant peut-être un petit peu les marchés publics, j'ai pu faire ça à l'April, mais ça s'arrête. C'est vraiment la limite et je travaille plus du tout sur ces questions-là. Mais ça m'a appris, humainement, ça m'a appris personnellement. L'investissement dans une association, c'est quand même quelque chose qui est très riche aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'au bout de 6 ans, je regrette pas d'avoir repassé la main parce que finalement, j'arrivais au bout d'un cycle. Il y avait un nouveau cycle qui se lançait avec de nouvelles élections, avec de nouvelles personnes à sensibiliser et un peu le retour des mêmes sujets. Et c'est ce que disait Fred tout à l'heure. Au bout d'un moment, on finit par une certaine forme de lassitude, de reprendre son bâton de pèlerin et de recommencer ce qu'on a déjà fait. Donc, je pense que c'était le moment pour moi de passer la main à quelqu'un qui n'avait pas cette forme de fatigue finalement de répétition. Mais j'ai énormément appris et j'ai énormément apprécié. Ça a été des beaux combats qu'on a menés. On a même eu des victoires. Une question complémentaire qui me vient comme ça. Est-ce que dans ce type de métier, c'est difficile de conjuguer une vie professionnelle où tu peux avoir des horaires un peu déconstruits, etc., avec une vie personnelle ? Comment est-ce que tu fais pour allier les deux quand on voit que les réunions peuvent durer hyper tard, que c'est pas forcément des horaires de bureau, quoi ? Alors, c'est pas forcément des horaires de bureau, c'est aussi une certaine souplesse. Et personnellement, à l'April, j'ai toujours eu, y compris un délégué général qui s'assurait du respect et de la séparation entre vie pro et vie perso, de la possibilité de récupérer, ça, simplement, c'est concret. Ça peut sembler tout bête quand on dit, mais quand il y a une réunion le soir, le week-end, on récupère nos heures. On prend des vacances, on les pose et elles sont respectées.
C'est à la fois une discipline personnelle, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais ça, c'est quelque chose qui touche le milieu associatif dans sa globalité, hein, pas du tout uniquement l'April. On travaille avec des bénévoles qui sont surtout disponibles le soir et le week-end. En général, si on travaille sur ces questions-là, c'est qu'on y croit. Donc, on peut vite se faire, happer. Mais finalement, se poser à soi-même des règles et évidemment aussi avoir une hiérarchie à côté qui s'assure qu'on va ne pas brûler la chandelle par les deux bouts et prendre des temps de repos, ça permet de conjuguer l'un et l'autre. Fred, de ton côté, est-ce que si tu prends un peu de recul, qu'est-ce que tu penses de toutes ces années, de ces différents combats gagnés, ces menaces qui reviennent, etc. Qu'est-ce que tu en retires un peu de tout ça? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? Ce que j'en retire, c'est quelque part, c'est le pied. Moi, j'ai la chance que mon militantisme corresponde aujourd'hui à mon activité professionnelle, ce qui est quand même assez rare. J'ai aussi la chance, ce que disait tout à l'heure à l'instant Jeanne sur la lassitude potentielle d'une personne qui est affaires publiques à l'April. Moi, j'ai la chance de faire plusieurs activités à l'April. J'aide sur les affaires publiques, mais je fais aussi sur la sensibilisation, je fais de l'admin 6. Donc en fait, c'est assez varié. Donc s'il y a un moment j'ai une lassitude ou en tout cas quelque chose qui m'énerve sur un sujet, je peux passer à autre chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, ce que je retiens, c'est les rencontres humaines, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré des gens absolument dingues. En termes de qualité. Alors ça serait difficile d'en citer beaucoup, mais je vais quand même me permettre d'en citer 3 quand même. Sur les affaires publiques, il y a notamment Christophe Esperne, qui a été, alors là c'était vraiment le mode guerrier pour le coup, c'était une autre époque, mais je pensais pas rencontrer quelqu'un qui, informaticien, donc pas du tout juriste, avait les capacités d'analyse de projets de loi, de rédaction d'amendements et de combat législatif à ce point-là. Et on a passé, alors là pour le coup, beaucoup de temps ensemble, et vraiment c'était assez impressionnant. Voilà, je suis très content de l'avoir rencontré. Je voudrais aussi citer celui qui a pris la succession à la présidence de l'April quand je suis devenu délégué général, c'est Benoît Cibot. Parce que Benoît Cibot, c'est quelqu'un qui est pareil, qui est bénévole, qui a un métier à côté de ça, et qui était capable d'intervenir sur tous les sujets. C'est-à-dire vraiment, des fois je me demandais, quand est-ce qu'il dort? Et en bienveillance, en intelligence, d'analyse, de réflexion et tout ça. Donc franchement, incroyable aussi. Et la dernière, c'est pour faire le lien avec tes prochains invités, c'est Bouquinette, Magali Garnero, qui est actuellement la présidente de l'April, parce que c'est quelqu'un qui a une énergie incroyable, qui a une gentillesse incroyable, qui fait plein de choses. Elle était ce week-end encore à un événement libriste. Et elle participe aussi aux évolutions de l'April en tant que présidente. C'est la deuxième présidente de l'April. On a une présidente, avant c'était Véronique Bonnet en 2020, je crois. Et là maintenant Magali. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas informaticienne, elle est libraire, qui a une énergie dingue. Et moi, c'est déjà ça que je retiens dans ce qu'on a dans l'April, au-delà des combats qu'on a pu mener, des choses qu'on a pu gagner ou perdre, c'est les rencontres humaines que j'ai pu avoir et que j'aurais sans doute peut-être pas eu si j'avais continué une carrière professionnelle entre guillemets dans l'informatique libre en tant qu'informaticien, quoi. Moi, c'est avant tout des rencontres, et il y en aura d'autres, je pense, j'espère en tout cas. Donc, ce qui fait que le matin, quand je me lève, je suis content. Le dimanche soir, quand arrive le dimanche soir, je suis content aussi parce que je sais que je vais retrouver l'April. Et juste pour finir, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jeanne et ta question sur les horaires. Moi, j'ai connu avant de créer avant qu'il y ait une équipe salariée à l'April, j'ai connu pas mal d'associations, et il y en a encore beaucoup, où en fait on applique souvent les mêmes méthodes de management qu'on pourrait retrouver dans les entreprises, des méthodes de management toxiques. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on a toujours fait attention, notamment sur les horaires. Alors c'est vrai que quand tu es en affaires publiques, il y a une difficulté, c'est que des fois, il faut passer une nuit au Parlement ou à écouter, parce que voilà, il y a des débats. Donc comme disait Jeanne, les récupérations, etc. Et surtout se préserver aussi, parce que c'est important. C'est-à-dire que quand on est militante ou militant, ou quand on travaille professionnellement pour une association, il y a un risque des fois d'en faire trop. Et donc il est de la responsabilité soit du conseil d'administration ou de la personne qui est en charge de l'association, ou des deux en tout cas, de s'assurer que les gens se préservent. Voilà, parce que on n'est pas là pour brûler les militants et les militantes ou les personnes de l'équipe salariée. Voilà, donc ça c'est important. Benoît Cibot est intervenu dans un épisode sur l'histoire de Linux FR, qui était très bien aussi, voilà. Et un grand big up à Bouquinette pour avoir réussi à gérer une table ronde au JDLL avec des invités qui ont pas forcément bien préparé et qui finalement ça s'est bien passé, c'était très sympa, voilà. Alors précise ce que sont les JDLL. Ouais, bien sûr. Les JDLL, Journée du logiciel libre de Lyon, édition 2025.
C'est un cycle de conférences qui a lieu tous les ans et qui est très divers dans les thèmes abordés et qui est vraiment que je vous recommande vraiment de venir si vous avez l'occasion. C'est vraiment sympa. Il y a plein de conférences différentes, plein de questions qui sont posées. C'est vraiment un chouette événement. En France, il en reste pas des masses, mais il reste les JDL. Ok, on a déjà bien parlé. Ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. On a parlé de Libre à vous, mais je pense qu'on va en parler beaucoup plus dans les épisodes à venir. Parce que c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, parce que c'est une de mes sources principales pour préparer mes propres épisodes. Donc je pense qu'on va en parler assez longuement à un autre moment. En guise de conclusion, je voudrais, avant de vous laisser un mot de la fin, vous poser 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous diriez aux gens pour soutenir l'April ? Jeanne, tu veux commencer ? Ouais, je vais commencer. Pour soutenir l'April, venez. Venez à l'April, voilà. Venez voir physiquement pour ceux qui le peuvent. Inscrivez-vous aux newsletters pour ceux qui ne le peuvent pas, adhérez si vous le souhaitez, participez au groupe de travail et n'ayez pas peur parce que voilà, c'est une association qui prend soin d'accueillir tout le monde et voilà, et en prenant en compte les spécificités de chacun. Dans la suite, je pense qu'il est important dans les structures associatives d'être en capacité de diversifier les forces vives pour être au plus proche notamment des évolutions de la société. Alors, il y a des associations qui n'arrivent pas à faire ça et qui vont mourir de ça parce qu'en fait, elles restent dans un temps passé avec un fonctionnement passé. Alors, je ne citerai pas de nom évidemment. Donc, il est important pour nous d'avoir des membres ou des soutiens ou des gens qui participent à nos groupes de travail sans forcément adhérer, qui soient le plus divers possible, sachant qu'il reste encore beaucoup de travail. Et je dirais aussi que il y a des personnes qui sont un peu anxieuses par ce qui se passe dans l'informatique aujourd'hui, et elles ont raison avec les GAFAM, donc les géants de l'internet et autres. Sachez que une façon de traiter l'anxiété, c'est l'action. Donc à l'April, vous pouvez trouver différentes manières d'agir. Ça peut être simplement transcrire des textes, ça peut être participer à des événements, ça peut être faire des traductions. On a aussi un groupe qui s'occupe de traduction. Donc voilà, l'action permet de traiter aussi l'anxiété. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ok, j'avais une deuxième question, mais en fait, je m'aperçois que c'est à peu près la même que la première. Je vais la changer et la question est plutôt dire, Jeanne, qu'est-ce que ça fait de voir que les sujets sur lesquels que tu as pu amener à l'April et sur lesquels tu étais engagé autour de la souveraineté, les respects des libertés, etc., sont encore plus d'actualité aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'en fait, finalement, c'était assez avant-gardiste, en fait. Il y a une fierté supplémentaire, finalement, d'avoir mené ce combat dès le départ, parce que peut-être qu'on serait dans un état pire, c'est peut-être très présomptueux de ma part de le dire d'ailleurs, mais finalement, on a commencé à lever l'alerte tôt sur ces sujets-là. On avait raison, quelque part. Il y a une forme de validation de se dire, en fait, on a essayé d'alerter, on a alerté, on a eu des succès sur des choses qui, sont réellement importantes. On n'imaginait pas, parce que je pense que, j'ai quitté l'April, mon poste à l'April, en 2016. Je pense que Trump au pouvoir et la menace aujourd'hui qu'on a vis-à-vis des États-Unis notamment, c'est absolument pas quelque chose qu'on imaginait à l'époque. Mais au-delà de ça, on soulevait déjà ces questions, peut-être pas avec autant d'acuité aujourd'hui, mais de souveraineté, des problèmes potentiels que ça pouvait poser. Aujourd'hui, on nous parle de tarifs, on nous parle de ces questions-là. Voilà, et en tant que citoyenne, en tant que personne engagée, je trouve finalement que les questions qu'on a fait restent toujours d'actualité. On les a lancées, elles continuent d'exister, mais on a peut-être pu, et je trouve ça finalement important, lever le voile dès le départ sur ces problématiques. Et finalement, ça revalide d'autant plus le combat de l'April de continuer à faire connaître toutes ces questions. Fred, veux-tu rajouter quelque chose ? Sur cette question-là Sur cette question-là, ou alors si t'as rien à rajouter, paradoxalement, j'ai l'impression, je vais pas dire que je suis très optimiste, mais j'ai l'impression qu'en fait, tous les sujets sur lesquels on s'est tous battus autour du logiciel libre, aujourd'hui, ils sont mis en avant et il y a peut-être un moment où on peut vraiment faire des choses, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est sûr que sans le logiciel libre, les GAFAM ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? La téléphonie mobile, par exemple, Jeanne a expliqué son téléphone, moi j'ai un Fairphone, mais la majorité des gens n'ont pas ça. Donc après, moi je me préoccupe plus de questions d'optimisme ou de pessimisme. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi j'agis à mon niveau. Et après, tout n'est pas entre nos mains en fait.
malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien, les gens sont libres. C'est vrai qu'on vit une situation internationale et même française, peut-être qu'on pouvait pas imaginer à ce point-là. Donc ce qui est important, c'est que chacun agisse là où elle se sent en mesure d'agir. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau de l'April. Après, on n'impose rien. Les gens, ils sont libres. Les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Nous, on essaye de faire connaître ces alternatives, connaître l'existence de ces. Et puis même nous, à titre personnel, des fois, on a des contradictions. Donc voilà, il faut les respecter, quoi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'agir vraiment à son niveau si on a envie de le faire. Et c'est possible aujourd'hui. Peut-être que l'un des enjeux, justement, c'est peut-être la jeunesse aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le monde du logiciel libre et communauté du logiciel libre vieillissent. Alors, j'étais pas aux journées du logiciel libre de Lyon, mais je suppute quand même que la moyenne d'âge était pas forcément très basse, vu que la moyenne d'âge de l'April n'est pas forcément très basse non plus. C'est peut-être un des enjeux, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, effectivement, quand on est jeune, on va plus se préoccuper du climat, on va plus se préoccuper des discriminations, et ce qui est parfaitement entendable, hein. Alors peut-être qu'il y a des choses à faire pour que ces mondes se rejoignent, ou que peut-être c'est, comme le fait un peu d'ailleurs Framasoft avec ces outils, que ces structures associatives utilisent des outils éthiques, donc libres. Voilà, c'est un des enjeux, parce que sinon, des associations comme l'April, à un moment, si ça vieillit, il y aura une fin, quoi. Donc je pense que c'est là-dessus où on doit agir, ou en tout cas on doit avoir de la réflexion pour continuer à évoluer et continuer à être pertinent aussi, parce que ça c'est important. C'est-à-dire qu'une association ne doit pas continuer à exister pour exister, elle continue à exister parce qu'elle a un intérêt. Et aujourd'hui, l'action de l'April a encore un intérêt. Peut-être qu'un jour on aura gagné, comme on dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est encore pertinent et pertinente aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On arrive à la fin de l'entretien. Je voudrais vous laisser un mot de la fin, si vous avez un message à faire passer avant qu'on se quitte. C'est le moment. Jeanne, est-ce que tu veux dire un mot? Alors, un mot de la fin. Vive le logiciel libre. Puis faut pas avoir peur du logiciel libre. Moi, je suis arrivée, j'y connaissais rien. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Faut pas. Voilà, vive le libre. Je sais que ça reste le slogan à l'April. Et voilà, vive le libre. Et puis en plus, le libre, c'est bien, ça marche. Vous rencontrerez des gens bien. Et il faut en profiter. Fred? Alors de mon côté, je dirais engagez-vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous engager. Alors pas forcément dans le libre d'ailleurs en général. Hein. Moi, je trouve que l'engagement militant associatif a changé ma vie par rapport à ce qui était prévu normalement. Et en faisant attention dans quelle association vous mettez les pieds, parce que comme je le disais tout à l'heure, toute association n'est pas forcément respectueuse des gens qui s'engagent. Mais voilà, militer, je trouve que s'engager c'est important aujourd'hui. Et l'April en est un bon exemple, parce que je trouve que c'est une association qui est militante, humaine et joyeuse. C'est-à-dire qu'on se marre bien à l'April. Alors encore plus avec Magali Garnero, la présidente. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous engager. Je trouve que ça fait du bien quand on s'engage, quel que soit le niveau d'engagement. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la société. Parfait. Je reste sur vos deux mots de la fin. On va se quitter là. Merci beaucoup Jeanne, merci beaucoup Fred d'avoir accepté déjà de venir parler et d'avoir pris du temps pour le faire. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, ça permet aussi d'en savoir un peu plus sur l'April et sur vos propres engagements, donc c'est vraiment chouette. Bien entendu, vous qui écoutez, n'hésitez pas à partager cet épisode, à faire des retours, principalement sur Mastodon si vous le pouvez, ça sera avec très grand plaisir, ou si on a la chance de se croiser dans un événement, n'hésitez pas à venir aussi dire que ce genre d'épisode vous a plu, et bien sûr de le dire à nos deux invités du jour aussi, voilà. Eh bien, à bientôt pour d'autres épisodes, en particulier à bientôt pour la suite des épisodes sur l'April. Merci Jeanne, merci Fred. À bientôt. Merci Walid. Merci Walid. Alors nous sommes de retour donc le 8 juillet 2025. Ce sujet a été enregistré il y a quelques temps. Donc déjà un grand merci à Walid Nou du podcast Projet Libre pour nous avoir proposé de nous interviewer. Donc Jeanne Tadeuse qui a été en charge des affaires publiques à l'April de 2010 à 2016 et moi-même. Alors il y a d'autres épisodes du podcast Projet Libre qui vont être consacrés à l'April. Le prochain enregistrement, normalement, ce sera en septembre 2025, donc nous vous en parlerons. En attendant, nous allons faire une pause musicale. Alors,
Alors j'ai choisi une pause musicale qui va peut-être permettre de démarrer l'été. L'artiste c'est Extans, un artiste originaire de République tchèque qui souhaite rester anonyme et communique uniquement à travers ce pseudonyme. Le titre que nous allons écouter est un titre estival aux sonorités optimistes, festives et joyeuses. Ça s'appelle Calonne, par Extans. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. J'adore ce bruit d'oiseau à la fin de ce morceau. Nous venons d'écouter Calonne par Extans, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons terminer par quelques annonces.
Alors, dans les annonces, aujourd'hui, je vous précise tout de suite que les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libravou.org/252 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Nous avons besoin d'aide. Rejoignez l'équipe Libre à vous. Les équipes régie et podcast recherchent des bénévoles pour étoffer leurs talents. Concernant la régie, alors nous avons besoin d'aide un mardi après-midi par mois de septembre à juin sur Paris 18e arrondissement pour assurer la réalisation du direct de notre émission de radio. Même si vous n'avez aucune expérience de la radio, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe vous accueillera et vous accompagnera dans la formation aux outils. Depuis 2019, l'émission est en effet gérée en autonomie par l'April. Une personne prépare et anime l'émission, une autre s'occupe de la réalisation du direct de la régie. Enfin, sauf aujourd'hui où je fais les deux. La régie désigne à la fois les outils matériels pour la diffusion de l'émission sur la bande FM, DAB+, et sur Internet, les logiciels utilisés, la pièce dans laquelle se trouve une partie du matériel, console, etc., et la personne qui s'occupe de la régie le jour de la diffusion de l'émission. Actuellement, en plus de l'équipe salariée, la régie est tenue par Bouquinette et Julie. Un grand merci à elle d'ailleurs. Installée dans la régie, la personne en charge de la réalisation du direct assure notamment le lancement des jingles, des pauses musicales, contrôle le niveau des micros, son, gère la possible participation de personnes à distance. La personne travaille en collaboration avec celle qui prépare et anime l'émission. L'émission est diffusée chaque mardi de 15h30 à 17h de septembre à juin. Il serait donc bien de pouvoir s'engager à faire une régie un mardi par mois. La principale contrainte consiste à venir au studio de la radio situé au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. L'émission est diffusée en direct à partir de 15h30 précise, seulement pendant il faut prévoir d'être au studio dès 14h30 ou 15h maximum pour pouvoir faire la mise en place sereinement. Tâches et vérifications préalables notamment. Je précise que l'escalier pour accéder au studio est un peu raide et il n'y a malheureusement pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Si cette activité au sein de l'April vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, pas besoin de compétences particulières, l'équipe vous accompagnera dans la formation aux outils. N'hésitez pas à nous contacter en vous rendant sur le site libreavou.org, vous trouverez les informations de contact. Ça concerne la régie. L'équipe podcast recrute également de son côté. Donc concernant le traitement des podcasts, dans le cadre de notre émission, un point important concerne la post-production, le traitement du podcast. Les podcasts resteront en effet la mémoire et la trace des émissions, c'est pour cela qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Cette phase de traitement consiste notamment à supprimer les bruits parasites de l'environnement, les bruits de bouche, équilibrer les voix, les musiques, réduire les silences, retirer les E. Actuellement, 3 personnes font partie de l'équipe. Antoine, Elodie et Julien, un grand merci à elles. Nous aurions donc besoin d'avoir au moins une personne en plus, ce qui permettrait de répartir le travail. Par exemple, avec 4 personnes disponibles pour traiter le podcast, chaque personne pourrait ne s'occuper du podcast qu'une semaine par mois. Le principal outil utilisé par l'équipe est le logiciel libre Ardour. Si vous avez de l'expérience, des compétences, des idées ou rien de tout cela et simplement l'envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. La participation à l'équipe podcast se fait entièrement à distance. Donc n'hésitez pas à nous contacter en vous rendant sur le site libreavou.org. Voilà les 2 appels à contribution. Dans les événements à venir, les assises francophones de l'art libre du 9 au 10 juillet 2025 à Neuchâtel en Suisse. L'April y sera présente avec un stand mercredi 9 juillet après-midi qui sera tenu par Vincent Calam, que vous connaissez bien car il est bénévole à l'April et notamment chroniqueur dans Libre à vous. L'April sera également présente à Passage en Ster du 21 au 23 août 2025 à Quimper. Passage en Ster, c'est fait pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur vie numérique. Les conférences d'une 30aine de minutes pour ne pas s'ennuyer seront retransmises en direct et en différé. Et à cette occasion, l'April participera avec 2 conférences et un atelier. Ma collègue Isabella Vanni fera une conférence Internet et ses débuts. Il y aura un atelier Les Jeux de Bouki de l'April par Bouquinette, qui est la présidente de l'April. Et Bouquinette fera également une conférence Quelles alternatives pour se libérer des GAFAM. Une nouvelle édition de la Fête des Possibles aura lieu du 12 septembre au 12 octobre 2025. Des centaines d'événements seront organisés partout en France et en Belgique pour rendre visible l'initiative citoyenne qui contribue à construire un avenir plus durable et solidaire. Le logiciel libre a toute sa place dans cette dynamique. Ainsi, l'April, partenaire de la Fête des Possibles, invite les organisations locales de promotion du logiciel libre et de la culture libre à proposer un, voire plusieurs rendez-vous dans le cadre de cette initiative. Toutes les infos disponibles sont sur notre site april.org. Je vous rappelle pour finir que Cause Commune propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement. Une soirée radio ouverte avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 5 septembre à partir de 19h30. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Jeanne Tadeuse, Walid Nou. Cette émission est rendue possible tout au long de l'année grâce à une équipe en or composée essentiellement de bénévoles et je vais me permettre de toutes
toutes les citer. Élodie Déniel-Girondon, Languin, Julien Haussmann, Olivier Grieco, Quentin Gibaud, Théocrite Tunuy, Bouquinette, Julie Chaumard, Benjamin Bellamy, Florence Chabanois, G, Isabelle Carrère, Jean-Christophe Becquet, Laurent Costi, Laurette Costi, Luc Vincent Calam, Marie-Odile Morandi, Jean Galland, Antoine Bardelli, Pierre Bessac, Thierry Olville, Samuel Hortion, Jean-Pierre Pasco, Laure Élise Déniel, sans oublier mes incroyables collègues Isabella Vanni et Étienne Gonu. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Profitez de l'été pour découvrir d'autres émissions en vous baladant sur le site causecommune.fm. C'était la dernière émission de la saison, place à la pause estivale. L'émission sera de retour en direct mardi 9 septembre 2025 à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, un bel été, de belles vacances si vous avez la possibilité de pouvoir en prendre. C'est le cœur en joie qu'on se retrouvera en direct mardi 9 septembre 2025. Et d'ici là, portez-vous bien.